Dans ton exposé, tu expliques que les institutions œuvrent par les psychés, qu'elles sélectionnent les psychés. Comment est-ce que tu arrives à... Parce que tu as dit que c'était possible, mais comment est-ce que tu arrives à concilier une vision matérialiste qui d'habitude effectivement dit effectivement, c'est les structures qui vont conditionner presque le sens de l'histoire, avec la prise en compte des psychés individuels? Mais exactement. La considération des structures psychiques n'ôte en rien la validité et la nécessité de l'analyse par les structures sociales. Et c'est par les structures sociales que se manifeste la part matérialiste historique du raisonnement, n'est-ce pas? Mais ce que nous disons, Sandra et moi, c'est qu'à simplement considérer le jeu des structures sociales, qui sont des structures abstraites, éloignées, il manque l'intelligence de la manière dont elles saisissent les individus. Comment? Par où? Les rapports sociaux, les grandes structures sociales, celles du capitalisme en l'occurrence, celles du fascisme qui est en train d'arriver. Comment ces grandes structures-là saisissent-elles les individus? Comment les harponnent-elles? Comment les fait-elle marcher, si tu veux? C'est ça la question. Et si tu n'as pas les éléments pour répondre à cette question, tu as une intelligibilité incomplète des phénomènes en cours. C'est pour ça que, de notre point de vue, la validité de l'analyse matérialiste historique par les structures sociales, et notamment par les structures du capitalisme, et puis par la manière dont ces structures du capitalisme déterminent la structure des institutions politiques à être ce qu'elles sont, etc., ne perd pas une once de sa validité. Nous ne disons qu'une chose, si on s'en tient à cette ligne analytique, on aura une intelligibilité incomplète des phénomènes. Et nous, ce que nous voulons, c'est y ajouter ce qui lui manque. Voilà. Et ce qui lui manque, il se fait par ce plan des structures psychiques, et en n'omettant jamais, te disais-je, de préciser que ce sont les structures sociales qui conforment les structures psychiques, d'une part, et que, deuxièmement, les phénomènes sociaux, collectifs, ne sont jamais si profondément compréhensibles que dans l'articulation entre elles des deux types de structures. Voilà, c'est ça notre proposition. Parce que nous, si tu veux, notre position là-dessus, c'est qu'on a, si on a raison de ne pas psychologiser au sens que j'ai dit, on a tort d'évacuer les considérations, non pas psychologiques, mais les considérations psychiques du tableau des analyses, aussi bien de phénomènes collectifs, socio-historiques et politiques. En réalité, l'une des grandes tares, d'ailleurs, du psychologisme et du discours de la psychologie ordinaire, c'est de se tenir dans le plan de l'intentionnalité et de la conscience, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, de ratifier le discours implicite que les individus tiennent sur eux-mêmes, alors même qu'ils se méconnaissent eux-mêmes, qu'ils se mentent à eux-mêmes et qu'ils ignorent les forces qui les meuvent dans des proportions homériques. De sorte que entre la psychologie ou le psychologique et le psychique, il y a tout l'écart de la pulsion et de l'inconscient, c'est-à-dire de la pulsionalité organisée par l'inconscient. Autant nous considérons qu'il est parfaitement inepte, en effet, de se tenir dans le plan de l'explication psychologique, qui est, je le répète, le plan de l'explication par l'intentionnalité et la conscience explicite des agents. Parce que tout ce qui se passe d'important se passe à la fois en dessous et au-dessus. En dessous, c'est-à-dire dans les profondeurs de la psyché, au-dessus, c'est-à-dire au niveau des structures sociales. Et nous, notre thèse, c'est qu'il ne faut pas concevoir les considérations psychiques en opposition avec les considérations relatives aux structures sociales. Car structure psychique et structure sociale sont coextensives. Il faut même dire davantage. C'est par le travail des structures sociales que les structures psychiques se trouvent conformées. Exactement de la manière dont Bourdieu disait à propos de l'habitus qu'il est le social fait corps. Bourdieu disait l'habitus, c'est le social à incorporer. Eh bien, on peut dire, mutatis mutandis, c'est exactement la même chose. Les phénomènes humains, c'est le social fait psyché. C'est le social empsychisé, si tu veux. C'est le social devenu psychisme, devenu structure psychique. Car ce sont les structures sociales qui descendent dans les individus, mais jusqu'au point de conformer, de configurer leur structure psychique. De sorte qu'il ne faut pas penser les individus, leur psyché,
d'un côté et le social de l'autre comme étant dans un rapport d'extériorité mutuelle. L'articulation des structures psychiques et des structures sociales est constante. Et c'est bien en ce lieu précisément de l'articulation entre ces deux catégories de structures qu'on a une intelligibilité complète des phénomènes, y compris des phénomènes socio-historiques et des phénomènes politiques. Bon. Alors, là-dessus, si tu veux, il y a un argument supplémentaire qui est quand depuis cette perspective, on commence à envisager l'étage des dominants. Alors, l'étage des dominants, c'est tout à fait caractéristique, parce que ce qu'on peut dire, c'est que les structures sociales, en l'occurrence celles du capitalisme déchaîné et en voie de fascisation, les structures sociales sélectionnent à l'étage des dominants les structures psychiques qui leur sont le plus adéquates. Et dans l'univers des structures du capitalisme déchaîné et fascisé, les structures psychiques qui, pour le dire en termes darwiniens, ont le potentiel de dynamisme évolutionnaire le plus grand, c'est la structure de la perversion. Si tu veux, il y a un point qui est très délicat parce que ce type d'analyse commence à se répandre. Et comme tu sais, il y a une catégorie qu'on a beaucoup vue dans le débat, mais dans des applications plutôt sociétales, qui est la catégorie de pervers narcissiques. Bon. Nous, on considère que cette catégorie est mal bâtie. Et que pour faire jouer la catégorie de perversion dans le type d'analyse que je suis en train d'évoquer, il faut préalablement refaire un travail de construction conceptuelle extrêmement méticuleux. Ce dont nous croyons que pour l'heure, ça n'est pas encore fait, et notamment que ça n'est pas fait au travers de la catégorie de perversion narcissique. Ça n'est pas un hasard, si tu veux, que cette catégorie ait connu cette fortune, ne serait-ce que parce que des personnes qui sont des victimes s'en sont emparées, puisque c'était la première proposition qui leur était faite pour faire sens, pour mettre en mots leur expérience et leur souffrance, ce qui est d'une valeur inestimable quand on est en situation de traumatisme. Donc tu m'entends bien, il n'entre pas du tout dans nos intentions, à Sandra et à moi, d'aller faire la leçon académique à ces personnes-là. Ça serait assez dégoûtant. Je suis en train de te parler d'une discussion qui est d'un autre registre, théorique, qui a son lieu approprié, le champ académique, mais où, néanmoins, le travail devra être fait. Maintenant, si on en reste, parce que ce travail, je ne peux pas te le faire maintenant, ça sera l'objet du tome 2 de notre livre, donc il va falloir patienter encore un peu. Si j'en reste à des évocations un peu intuitives, mais aussi un peu robustes quand même, c'est des choses qu'on sait très bien, ça, que le capitalisme néolibéral a répandu la perversion et organisé le règne des pervers dans ses étages supérieurs. Ça a d'abord été vrai dans les entreprises. Le management néolibéral est pervers. Ma camarade, Sandra, a écrit un livre de littérature autour de ce qui s'est passé à France Télécom, du procès qui s'en est suivi. C'était dans les années, je ne sais plus si c'était en 2018 ou 2019, où là, aussi bien dans les faits générateurs du procès que dans les audiences du même procès, on a eu une espèce de spectacle de la perversion très très haut en couleur. Logiquement, l'état des choses s'approfondissant, le niveau des eaux boueuses n'en finit pas de remonter. Et désormais, ça trempe, mais alors là vraiment, jusqu'au sommet des institutions politiques, et en l'occurrence, oui, en la personne de Macron. Je vais avoir l'air de revenir à un registre d'arguments que j'ai condamné tout à l'heure, mais je vais avoir l'air d'en revenir aux qualités morales. Ce qu'il faut dire, c'est que les qualités morales, comme les propriétés psychiques, ne sont jamais que l'effet de la conformation qu'elles ont subie par les structures sociales et leur évolution. Donc, Sarkozy, si tu veux, c'est typiquement le premier coup de boutoir dans l'effondrement de la décence. Tout le monde a remarqué que le casse-toi pauvre du salon de l'agriculture était impossible avec les hommes politiques qui l'avaient précédé. Bon, ce qui était impossible devient possible. Encore une fois, ce qu'il faut que tu vois bien, ce que j'essaye d'expliquer ici, c'est que
une fois de plus, les structures psychiques sont aussi dans leur genre des épiphénomènes des structures sociales et de leur transformation. Alors, avec Macron et le macronisme, là, tous les curseurs sont poussés. Moi, je pense que comment dirais-je, c'est le trait le plus saillant de l'économie morale des élites du macronisme, c'est l'obscénité. C'est l'obscénité. Alors, il faudrait la documenter. J'ai proposé dans un entretien il y a quelque temps d'écrire un livre noir du macronisme. Alors, ce qui aurait été le macronisme saisi par le saccage de ses politiques publiques, il faudrait aussi écrire quelque chose comme une anthologie de l'obscénité macronienne.